Le trousseau de clés teinte dans ma main alors que je me tiens devant la porte de mon tout premier appartement. Pas une location, pas une colocation, le mien, rien qu'à moi. La porte s'ouvre dans un grincement satisfaisant, et j'entre en inspirant profondément. L'odeur de la peinture fraîche flotte encore dans l'air, propre et pleine de promesses. Ce moment devrait être parfait. J'ai attendu 32 ans pour ça. Bonjour, ma beauté, je murmure au hall d'entrée vide, en passant mes doigts sur le mur fraîchement peint. C'est là que je remarque que quelque chose ne va pas. Mon sourire s'efface alors que j'avance à l'intérieur, mais pas résonnant sur le parquet. Le salon apparaît, et je me fige. Là où mes meubles tout neufs devraient être, le canapé couleur crème que j'ai passé des semaines à choisir, la table basse en verre, les tables d'appoint assorties, il y a une collection hétéroclite de détritus. Un canapé élimé avec du rembourrage sortant de ses coutures déchirées, une table basse en bois balafré couverte de ronds et de rayures, des étagères qui semblent prêtes à s'effondrer si je respire trop fort. Je connais ces meubles. Ce sont les vieilles saletés d'Amélie, ma sœur. C'est quoi ce bordel, je marmonne, en faisant lentement le tour de la pièce. L'odeur me frappe alors, de la moisissure, quelque chose de pourri, et l'odeur incomparable de l'urine séchée. Je couvre ma bouche et mon nez avec ma main, luttant contre un haut-le-cœur. Mon regard se pose sur la seule chose dans la pièce qui a sa place, les rideaux intelligents haut de gamme de chez Serafina, suspendus impeccablement aux fenêtres, leur technologie élégante et leur tissu raffiné contrastant bizarrement avec la saleté environnante. Avant que je puisse comprendre ce qui se passe, mon téléphone vibre dans ma poche. Un SMS d'Amélie. Je l'ouvre et découvre une photo de mes deux neveux, sautant sur mon canapé couleur crème tout neuf, celui qui devrait être ici, dans mon salon. Les garçons sourient, des mains collantes agrippant les coussins tandis qu'ils rebondissent. Sous la photo, un message. Merci sœurette, maman a dit que c'était un cadeau de pendaison de crémaillère pour moi. Mes vieilles affaires sont chez toi, mais tu es tellement douée pour la déco, tu vas rendre ça super. Mes mains tremblent en fixant l'écran. Ça ne peut pas être réel, ça ne peut pas arriver, mais c'est le cas. Il y a 5 jours, j'ai commis une grave erreur. J'ai annoncé ma pendaison de crémaillère dans la discussion de famille un peu trop tôt, je voulais juste m'assurer que tout le monde pourrait libérer son agenda et être là. J'étais excitée de montrer l'appartement qui était vraiment à moi. Je voulais être reconnue pour cet accomplissement, pour ce qu'il signifiait pour moi. Ma mère, Martine, avait immédiatement commenté. Oh, je veux le voir avant tout le monde. Laisse-moi passer, laisse-moi participer. Je me souviens comment mon cœur s'était réchauffé à ces mots. Pour une fois, ma mère voulait faire partie de ma vie, pas seulement de celle d'Amélie, la mienne. Puis l'entreprise de meubles a appelé, confirmant la livraison pour vendredi, aujourd'hui, alors que j'avais une réunion cruciale que je ne pouvais pas déplacer. Avant que je puisse trouver une solution, la voix de ma mère s'est fait entendre. Laisse-moi la réceptionner pour toi. Je serai là vendredi matin. La solution semblait parfaite. Je lui ai donné le double des clés, reconnaissante de son intérêt soudain pour ma vie. Enfin, avais-je pensé, ma mère se soucie vraiment de moi. Quelle blague! Je m'affale sur le canapé immonde, sans me soucier de la poussière qui s'élève autour de moi. J'ai passé toute ma vie à être la fille invisible. Le portefeuille de la famille. Celle qui a payé ses propres études supérieures pendant qu'Amélie abandonnait. Celle qui a couvert la dette de carte de crédit de 1000 € d'Amélie, puis celle de 1500 € qui a suivi. Celle qui envoie 500 € chaque mois pour s'assurer que mes neveux ont tout ce dont ils ont besoin, pendant que leur mère publie des photos de vacances sur les réseaux sociaux. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre SMS d'Amélie. Les garçons adorent le canapé. Il est parfait pour chez nous. Maman a dit que ça ne te dérangerait pas. Tu es si indépendante. Quelque chose en moi, quelque chose qui a plié pendant 32 ans, finit par se briser. Je ne pleure pas. Je ne crie pas. Je sens un calme étrange m'envahir, comme de l'eau glacée dans mes veines. Je regarde une dernière fois les meubles dégoûtants que ma mère et ma sœur ont jetés dans mon bel appartement neuf. Je prends une profonde inspiration, ignorant la puanteur. Je me lève, j'époussette mes vêtements, et je serre mes clés de voiture si fort que le métal me coupe la paume.
L'appartement de ma sœur n'est qu'à 10 minutes en voiture d'ici. Ma mère est probablement encore là-bas, les deux en train de rire de la façon dont elles ont encore joué un tour à la pragmatique et fiable Chloé. Mon père est probablement assis tranquillement dans son coin, regardant tout se dérouler, comme il le fait toujours. Pas cette fois. Je retourne vers ma porte d'entrée, le calme en moi se solidifiant en quelque chose de plus dur, de plus froid, quelque chose qui attendait ce moment depuis 32 ans. Je ne prends même pas la peine de fermer à clé. Après tout, il n'y a rien qui vaille la peine d'être volé. Je monte dans ma voiture, démarre le moteur, et me dirige directement vers l'appartement d'Amélie. Ça se termine aujourd'hui, les clés toujours serrées dans ma poigne aux jointures blanches. Je monte les escaliers 4 à 4 jusqu'à l'appartement d'Amélie au 2e étage. Ma respiration est courte. Des souffles de colère alors que j'atteins sa porte. Je ne frappe pas. J'utilise mon double des clés, celui qu'elle m'a donné pour les urgences, ce qui, par urgence, signifiait toujours qu'elle avait besoin que je récupère les enfants quand elle était occupée avec une quelconque bêtise. Et j'adorais trop les enfants pour jamais dire non. Eh bien, ça se qualifiait définitivement comme une urgence. La porte s'ouvre avec une telle force qu'elle claque contre le mur, et je me fige sur le seuil. Mon salon a été transporté ici, pièce par pièce. Mon ensemble de meubles à 12 000 €, le canapé couleur crème, la table basse en verre, les tables d'appoint, tout est entassé maladroitement dans l'espace beaucoup plus petit d'Amélie. L'arrangement est ridicule. Le canapé d'angle surdimensionné domine la pièce, laissant à peine assez d'espace pour marcher. Et là, perchée sur mon canapé comme une reine sur un trône, se trouve ma mère. Martine, calme comme si de rien n'était, sirotant un thé dans une tasse en porcelaine. Amélie rôde à proximité, son expression passant de la surprise au défi en me voyant. « C'est quoi ce bordel ?» je demande, en entrant et en claquant la porte derrière moi. Maman pose sa tasse de thé avec une précision exagérée. « Chloé, ce ton n'est pas nécessaire. »« Pas nécessaire ? Vous avez volé mes meubles. » Ma voix monte, et je remarque mes neveux qui jettent un œil depuis le couloir. « On n'a rien volé, » dit Amélie en croisant les bras. « Maman a dit que c'était un cadeau. »« Un cadeau ? Je n'ai jamais. » Chloé, l'interrompt maman, sa voix prenant ce ton raisonnable qu'elle utilise quand elle est sur le point de dire quelque chose de complètement déraisonnable. Tu vis seule dans ce grand appartement. Pourquoi as-tu besoin de choses aussi chères ? Amélie a 2 garçons qui grandissent. Je la regarde, incrédule. Parce que je les ai achetés. Avec mon argent. Pour mon appartement. Tu es une influenceuse d'éco, intervient Amélie. Transforme simplement les déchets en trésors. C'est ce que tu fais, non ? Prends mes vieilles affaires et rends-les incroyables pour tes abonnés. L'audace me fait presque reculer. Tu as jeté tes meubles sales et cassés dans mon appartement tout neuf. Ce canapé sent l'urine. Maman halète, plaçant une main sur son cœur. Es-tu en train de dire que mes petits-fils ne sont pas propres ? Ce ne sont pas des animaux, Chloé. Ce n'est pas ça. Tu enlèves des jouets aux enfants, coupe Amélie, sa voix montant à un ton théâtral. Ils adorent ce canapé. Regarde comme ils sont heureux. Comme par hasard, mes neveux entrent en scène, les yeux grands ouverts et incertains. Je connais cette routine. Je l'ai vue toute ma vie. Lorsqu'elles sont confrontées, maman et Amélie se transforment instantanément en victimes. Il ne s'agit pas des garçons, dis-je en luttant pour garder ma voix stable. Il s'agit du fait que vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas. Nous sommes une famille, dit maman, comme si cela expliquait tout. La famille partage. Je fais un pas en avant. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas demandé d'abord ? Parce que tu aurais dit non, répond Amélie en levant les yeux au ciel comme si j'étais complètement déraisonnable. Oui, je l'aurais fait. Parce que c'est à moi. Maman se lève de mon canapé, lissant son pantalon. Chloé, honnêtement, ce caprice est indigne de toi. Tu devrais juste arrêter et rentrer chez toi te préparer pour ta séance photo avec Madame Sérafina mardi. Vas-tu vraiment rater cette grande opportunité juste pour rester ici à te disputer pour un canapé ? Je me fige, ces mots s'insinuant lentement en moi, comme du poison.
Comment es-tu au courant de ma séance photo avec Sérafina? Une lueur de quelque chose, surprise, culpabilité, traverse son visage avant qu'elle ne se reprenne. Tu l'as mentionné. Évidemment. Non, je ne l'ai pas fait. La prise de conscience me frappe comme un coup de poing à l'estomac. Je n'en ai parlé à personne sauf à Luna. Pas à la famille. Surtout pas à la famille. Le contrat Sérafina était trop important, trop précaire. Elle savait. Ma mère était au courant de la séance photo promotionnelle avec Sérafina. Ce n'était pas seulement du vol, c'était un sabotage de carrière calculé. Tu as fouillé dans mes emails, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Tu as tout planifié. Avant qu'elle ne puisse répondre, les garçons se précipitent en avant et se jettent contre mes jambes, s'accrochant à moi. Tati, s'il te plaît, ne prends pas le canapé, pleure le plus jeune, des larmes coulant déjà sur son visage. On l'adore. Tu vois ce que tu fais? Siffle Amélie. Tu les perturbes. Pendant un instant, je ressens cette attraction familière, la culpabilité, l'obligation. Mais quelque chose a changé en moi. Je m'agenouille à leur hauteur, posant doucement mes mains sur leurs épaules. Mes chéris, je ne suis pas en colère contre vous. Je vous aime. Mais ça, c'est à Tati. Votre mamie et votre maman l'ont pris sans me demander. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi, et vous pouvez utiliser mes affaires, mais pas comme ça. Les garçons reniflent. D'habitude, j'aurais cédé maintenant. Du coin de la pièce, mon père parle enfin. Je ne l'avais même pas remarqué assis là, silencieux comme toujours. Amélie, rends juste ses affaires à ta sœur. Sa voix s'éteint alors que maman lui lance un regard qui pourrait geler de la lave. Il se recroqueville dans son coin, vaincu. Je me redresse de toute ma hauteur. La clarté est douloureuse, mais nécessaire. Ma famille m'a utilisé pendant des années. Mon argent, ma stabilité, mon silence. Mais plus maintenant. Je le dis une dernière fois. Remballez tout, ou vous en subirez les conséquences. Amélie s'avance, son expression laide de mépris. Tu oses? Qu'est-ce que tu vas faire? Ma main se dirige vers mon téléphone dans ma poche. Qu'est-ce que je vais faire? En effet. Amélie s'appuie contre son plan de travail de cuisine, les bras croisés, un sourire suffisant s'étalant sur son visage. Tu ne peux rien y faire, dit-elle, sa voix dégoulinant de la confiance de quelqu'un qui n'a jamais fait face aux conséquences. Ma mère hoche la tête en signe d'accord, posant sa tasse de thé avec un cliquetis délicat. Sois raisonnable, Chloé. Tu as cette séance photo avec Madame Sérafina mardi. Tu ne peux absolument pas laisser cette affaire de famille s'ébruiter. Elle lisse sa jupe, l'image même du sang-froid. Pense à ta réputation. Pour une fois, pense aux enfants, ajoute Amélie, en désignant mes neveux qui se sont retirés dans le couloir, observant avec de grands yeux. Ils adorent ces meubles. Tu vas vraiment les leur enlever? Elles m'ont fait ça toute ma vie, brandissant la culpabilité comme une arme, traitant mes limites comme des suggestions, le chantage affectif, les menaces à ma réputation, les enfants comme boucliers humains. C'est de la manipulation de manuel, et j'ai passé 32 ans à tomber dans le panneau. Pas aujourd'hui. Je sors mon téléphone de ma poche, mes doigts étonnamment stables. Vous avez raison. Je ne peux rien faire. Je fais une pause, regardant le soulagement inonder leur visage. Puis j'ajoute, mais la police peut le faire. Je compose le 17. 1, 2, 3 La tasse de thé de ma mère s'écrase sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix monte jusqu'à un cri. Oui, j'aimerais signaler un vol, dis-je dans le téléphone. Ma voix calme et claire. Alain! Hurle ma mère, son sang-froid se brisant. Fais quelque chose. Elle appelle les flics. Mon père s'avance de son coin, la main levée comme pour m'arrêter. Pendant un instant, il n'est plus l'observateur silencieux, mais l'exécuteur que ma mère a toujours voulu qu'il soit. Je croise son regard. Papa, ne fais pas ça. Quelque chose passe entre nous, une sorte de compréhension silencieuse qui s'est construite pendant 32 ans. Je regarde le conflit se jouer sur son visage, les décennies à choisir la voie de la moindre résistance luttant avec quelque chose de nouveau,
quelque chose comme du respect. Lentement, sa main retombe. Il se retire dans son coin, les épaules affaissées. Il a fait son choix. Ma mère se jette sur moi, les doigts tendus vers mon téléphone. Donne-moi ça. Je l'esquive facilement, gardant le téléphone à mon oreille. Et maintenant, il m'agresse, je dis à l'opérateur, qui confirme que des agents sont en route. Les 20 minutes suivantes sont un chaos. Ma mère fait les 100 pas, alternant menaces et supplications. Amélie essaie de me faire croire que je bluffe, insistant sur le fait que je n'irai pas jusqu'au bout. Mon père reste assis en silence, fixant ses mains. Mes neveux regardent tout depuis le seuil de leur chambre, la confusion gravée sur leurs petits visages. Quand on frappe, l'appartement tombe dans le silence. 2 policiers se tiennent sur le seuil, une femme aux cheveux blonds coupés courts et un homme aux yeux sérieux. Nous avons reçu un appel pour un vol, dit la femme. Ma mère s'avance immédiatement, son masque social fermement en place. Il y a eu un malentendu. C'est une affaire de famille. Mon nom est Chloé Dubois, je l'interromps. J'ai acheté pour 12 000 € de meubles qui ont été livrés chez moi hier. Sans ma permission, ma mère et ma sœur les ont pris et les ont remplacés par ceux-ci. Je leur montre des photos des meubles immondes qui se trouvent maintenant dans mon salon. Avez-vous une preuve d'achat ? Demande le policier. Je sors les reçus sur mon téléphone, ainsi que l'email de confirmation de livraison envoyé à mon adresse. La policière les examine attentivement, puis regarde ma mère et ma sœur. Madame, avez-vous pris ces meubles ? Ma mère change de stratégie, sa voix douce comme du miel. C'était un malentendu. Chloé avait accepté de donner les meubles à Amélie. Ses enfants en avaient besoin. Ce n'est pas vrai, dis-je doucement. Je n'ai jamais accepté ça. Les policiers nous séparent, prenant nos déclarations individuellement. Ils regardent les SMS d'Amélie, me remerciant pour le cadeau. Ils écoutent les explications de plus en plus confuses de ma mère. Ils notent le silence de mon père. Après ce qui semble être des heures, la policière nous rassemble dans le salon. D'après notre enquête, cela semble être un cas clair de vol. Les meubles ont été achetés par Madame Dubois. Livrés à son adresse. Et enlevés sans son consentement. Elle se tourne vers ma mère et ma sœur. Vous avez 2 options. Rendre les biens immédiatement, ou Madame Dubois peut porter plainte et porter l'affaire devant les tribunaux. La couleur quitte le visage de ma mère. Le sourire suffisant d'Amélie a disparu depuis longtemps. Nous allons les rendre, dit ma mère d'une voix tendue. Sous la surveillance de la police, elle commence le processus humiliant de remballage de mes meubles. Chaque pièce qu'elles ont jetée négligemment doit maintenant être emballée. Ma sœur se bat avec les coussins du canapé, jurant à voix basse. Ma mère emballe les plateaux de table en verre, ses mouvements raides de rage. De toute évidence, elles ne sont pas très soigneuses. Les policiers restent, s'assurant que chaque article est comptabilisé. Alors que la dernière pièce est chargée, je me tourne pour partir. La confrontation est terminée. J'ai gagné. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Me crie ma mère dans le dos. Je m'arrête à la porte, me tournant légèrement. C'est la meilleure chose que tu aies dite de toute la journée. Je la regarde droit dans les yeux, laissant 32 ans de vérité refoulée remonter à la surface. Oh, et n'attends pas les 500 € le premier du mois. Le camion me suit jusqu'à mon appartement, où les policiers supervisent le retour de mes meubles. La police part une fois que tout est remis en place, me donnant un numéro de dossier, juste au cas où. Enfin, seul, je me tiens dans mon salon, entouré de mes affaires. La victoire a un goût amer. Le canapé crème a une tache de glace de mes neveux. La table basse a une nouvelle rayure sur sa surface. Une étiquette a été arrachée d'une des tables d'appoint. Je sors mon téléphone et commence à tout documenter méthodiquement. Je prends des vidéos de toute la pièce, puis des photos en gros plan de chaque imperfection, la tache, la rayure, l'étiquette arrachée. Je ne suis pas triste. Je n'ai pas le temps pour ce luxe. J'appelle un service de nettoyage de canapé d'urgence, grimaçant à leur tarif majoré du week-end mais acceptant immédiatement. La tâche doit disparaître avant la séance photo de mardi avec Madame Serafina. Tout doit être parfait. Le week-end passe dans un tourbillon de préparatifs.
Luna arrive samedi matin, les bras chargés de courses et de produits de nettoyage. Tu as appelé les flics sur ta mère, dit-elle, non pas une question mais une déclaration pleine d'admiration. Tu l'as vraiment fait. Je devais le faire, je réponds, en arrangeant des coussins pour cacher la zone légèrement plus foncée où se trouvait la tache. Je suis fière de toi, dit Luna, en m'aidant à centrer la table basse. Nous travaillons ensemble, transformant mon appartement en la vitrine qu'il doit être pour mardi. Le dimanche soir, tout semble parfait. Je sors juste de la douche quand je remarque mon téléphone clignotant de notifications. 3 appels manqués de Madame Serafina et 5 de Luna. Mon estomac se noue alors que je déverrouille l'écran. La voilà, la nouvelle publication d'Amélie sur les réseaux sociaux. Une photo des vieux meubles sales qu'elles avaient jetés chez moi, avec les rideaux haut de gamme de Madame Serafina suspendus parfaitement en arrière-plan. Elle a tagué @ les photos de Chloé et a écrit « J'ai visité le nouvel appart de la décoratrice experte. » On dirait que c'est ça, le vrai goût d'une influenceuse ? Des ordures. Déçue. Je fixe le téléphone, l'eau de mes cheveux dégoulinant sur l'écran. Amélie n'a pas pu voler mes meubles, alors elle essaie de voler ma réputation à la place. La guerre ne fait que commencer. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. 3 messages de Luna. 23 notifications d'Instagram. La section des commentaires explose en dessous. Certains me défendent. D'autres expriment leur choc et leur déception. La crise de relations publiques s'emballe en temps réel, sous mes yeux. Mon téléphone sonne à nouveau. Madame Serafina. Je prends une profonde inspiration et je réponds. Madame Serafina, j'allais justement vous appeler. Chloé. Sa voix est glaciale. On m'a envoyé une image plutôt dérangeante mettant en scène mes rideaux. Cela ne figurait pas dans notre contrat. Voir ma toute nouvelle ligne exposée à côté de ce qui semble être des ordures est inacceptable. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes, mais je garde ma voix stable. Madame Serafina, je comprends tout à fait votre inquiétude. Cette photo a été prise et publiée à mon insu et sans mon consentement. Expliquez-vous. Maintenant. Alors, je le fais. Toute l'histoire humiliante défile, l'échange de meubles, l'appel à la police, la récupération de tout, le week-end passé à nettoyer. Comment ma sœur et ma mère m'ont délibérément saboté, utilisant ces vieux meubles et ma réputation professionnelle comme des armes. Il y a un silence à l'autre bout du fil quand j'ai fini. La séance photo est toujours prévue pour demain, je dis dans le vide. Je vous garantis que ce sera parfait. Les meubles sont tous en place. Nettoyés par des professionnels. Vos rideaux seront mis en valeur exactement comme nous en avons discuté. Une autre longue pause. Très bien, dit enfin Madame Serafina. Je compatis à votre situation, Chloé. La famille peut être compliquée. Mais je vous fais confiance pour livrer ce sur quoi nous nous sommes accordés. Mon équipe arrivera à 9 heures précises. Je ne vous décevrai pas. Merci de votre compréhension. Après avoir raccroché, j'envoie un SMS rapide à Luna. Tout est sous contrôle. Serafina est toujours partante pour demain. On s'appelle plus tard. Je me dirige vers mon bureau et ouvre mon ordinateur portable. Un nouveau tableur apparaît à l'écran. Je l'intitule « Facture finale ». Ligne par ligne, je documente tout. Dette de carte de crédit. 1000 € plus 1500 € égale 2500 €. Soutien mensuel, 500 € x 36 mois. 18 000 €. Cadeau sur 5 ans. Estimé à 5 000 €. Total. 25 500 €. Je fixe le chiffre. Près de 30 000 €. Le coût concret d'avoir été le distributeur automatique de la famille pendant des années. J'enregistre le fichier et je ferme mon ordinateur portable. Demain, Madame Serafina arrive. La séance photo transforme mon salon en une ruche d'activités concentrées. Les techniciens d'éclairage ajustent leur équipement tandis que les stylistes apportent les dernières touches à l'agencement des meubles. Madame Serafina inspecte ses rideaux intelligents, hochant la tête avec approbation alors qu'ils répondent à ses commandes vocales, passant de translucide à opaque avec une fluidité élégante. Luna rôde près de moi,
ayant pris sa journée de travail pour être là. Elle jette des regards nerveux vers la porte depuis ce matin. Elles ne viendront pas, je lui dis, sachant exactement ce qu'elle pense. Je ne serais pas surprise si elle le faisait, marmonne Luna. Ta mère a l'audace de 10 personnes normales et Amélie la suit comme un petit chien. Même elles ne sont pas assez stupides pour débarquer sur une séance photo professionnelle. Le photographe me positionne sur mon canapé crème immaculé, celui-là même sur lequel mes neveux avaient sauté dans l'appartement d'Amélie. Maintenant, il est à nouveau impeccable. Pas une tache en vue grâce au service de nettoyage d'urgence. Parfait, dit le photographe, en ajustant légèrement ma position. Maintenant, tendez la main vers les rideaux comme si vous alliez les ajuster. Je suis ses instructions, étendant mon bras gracieusement vers les rideaux intelligents. L'appareil photo clique rapidement. Ils sont magnifiques, dit Madame Serafina en examinant les premières séries de photos. Absolument parfait. 4 heures plus tard, nous avons des dizaines d'images superbes mettant en valeur mon talent de décoratrice et les rideaux innovants de Madame Serafina. Le salon ressemble à une page de magazine, élégant, accueillant et nettement différent du dépotoir de la publication vengeresse d'Amélie. Une fois tout le monde parti, Luna et moi nous effondrons sur le canapé avec des verres de vin. Tu l'as fait, dit-elle en trinquant avec moi. Crise évitée. Serafina semblait ravie. Elle l'était. Nous publions les photos demain matin sur toutes les plateformes. Ça va écraser la triste tentative de sabotage d'Amélie. Je hoche la tête, prenant une longue gorgée. Encore une chose à faire ce soir. Après le départ de Luna, je retourne à mon ordinateur portable et j'ouvre le tableur de la facture finale. Je le joins à un email adressé à ma mère, mon père et ma sœur. Objet, facture finale. Paiement non attendu. Le message est bref. Voici ce que m'a coûté le fait d'être le distributeur automatique de la famille au fil des ans. Considérez ceci comme ma notification officielle que le distributeur est définitivement fermé. Ne me contactez plus. J'appuie sur envoyer, puis je bloque immédiatement les numéros de ma mère et de ma sœur sur mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, je me sens légère. Libre. 2 rues plus loin, Amélie claque son téléphone sur la table basse. Qu'est-ce qu'elle veut dire par « le distributeur est fermé » crie-t-elle à sa mère. J'ai besoin de ces 500 € par mois. Martine fait les 100 pas dans le salon d'Amélie, le visage rouge de colère. C'est ridicule. Elle ne peut pas nous couper les vivres comme ça. Après tout ce que nous avons fait pour elle. Fait pour elle ? Amélie rit amèrement. Comme quoi, exactement ? Tu n'as jamais rien fait pour elle, sauf prendre. Surveille ton langage, claque Martine. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas posté cette stupide photo. Ma faute ? C'était ton idée d'échanger les meubles, et maintenant elle a bloqué nos 2 numéros. Leur dispute s'intensifie, les voix s'élevant jusqu'à un match de cris qui envoie les enfants d'Amélie se réfugier dans leur chambre, les mains sur les oreilles. Dans le coin, Alain regarde en silence, se massant les tempes. Les cris continuent pendant encore 1 heure avant qu'il ne se retire dans la chambre d'amis et sorte son téléphone. Il tape un message à Chloé. Elles se sont disputées toute la nuit. Amélie dit que tu as coupé l'argent. Peut-être que tu devrais reconsidérer. Pour le bien des garçons. Il fixe l'écran, attendant une réponse qui ne viendra jamais. 3 mois. 92 jours depuis que j'ai envoyé cette facture finale. 92 jours de silence béni de la part de ma mère et d'Amélie. Mon téléphone vibre sur le comptoir de la cuisine, et je vois le nom de mon père clignoter sur l'écran. Le 4e appel de la semaine. Je le laisse sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis je regarde la notification de messagerie vocale apparaître. Avec un soupir, j'appuie pour écouter. Chloé, c'est papa. Sa voix semble fatiguée, vaincue. Tu ne peux pas pardonner à ta mère ? Tu lui manques. Tu nous manques à tous. Le message se termine par un lourd soupir. Je le supprime sans répondre. Les 12 premières fois qu'il a appelé avec la même supplication, j'avais ressenti une pointe de culpabilité. Maintenant, je ne ressens plus rien. Mon nouveau canapé crème, nettoyé professionnellement de toutes les taches de glace,
trône dans mon salon comme un trophée. Un rappel que j'avais enfin fait ce que 32 ans de bonne fille n'avaient pas accompli. Je leur avais fait me voir. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, ce n'est pas mon père, mais ma tante Isabelle, la sœur de ma mère. Chloé Dubois, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix est tranchante à travers le haut-parleur. C'est ta mère, pour l'amour du ciel. Comment peux-tu être si froide? J'éloigne le téléphone de mon oreille alors qu'elle continue. La famille pardonne, Chloé. Amélie a fait une erreur. Ta sœur. Laisse juste tomber. Quand elle s'arrête pour reprendre son souffle, je parle. Tante Isabelle, il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de respect. Et de limites. Des limites? Elle crache pratiquement le mot. C'est juste une façon chic de dire égoïste. Je termine l'appel sans un mot de plus. Dans l'heure qui suit, mon téléphone s'illumine de SMS de 2 autres tantes et d'un oncle. L'artillerie familiale a été entièrement déployée. Je mets mon téléphone en mode ne pas déranger et me concentre sur la proposition pour mon nouveau client. Les rideaux de Madame Serafina avaient eu un tel succès que 3 autres marques de décoration d'intérieur m'avaient contacté pour des partenariats. Mon entreprise prospérait en proportion directe de la rage de ma famille. Les jours passent. Plus d'appels. Plus de SMS. Je les supprime tous sans les lire. La paix s'installe autour de moi comme une couverture. Jusqu'à un mois plus tard. C'est un mardi soir tranquille quand mon téléphone vibre avec un SMS de mon père. Contrairement aux autres, celui-ci attire mon attention car il y a une image jointe. Mes neveux, Alex et Léo, me sourient depuis l'écran. Ils tiennent une pancarte grossièrement faite qui dit « Tu nous manques, Tati Chloé ». Leurs visages sont plus minces que dans mon souvenir. Leurs vêtements un peu plus usés. Le message de mon père dit « Les enfants te manquent vraiment et veulent te voir ». Je fixe la photo, mon cœur se serre. C'est le test que je redoutais. Les enfants sont innocents dans tout ça, mais ils sont aussi l'outil de manipulation ultime. J'avais calculé le soutien mensuel de 500 € dans ma facture pour une raison, il ne s'agissait jamais vraiment de l'argent, il s'agissait de fixer une limite. Mais en regardant leur visage maintenant, le doute s'insinue. Le fait de couper cet argent leur a-t-il vraiment fait du mal? Manque-t-il de quelque chose à cause de ma prise de position contre leur mère? Je prends le téléphone et, pour la première fois en 4 mois, j'appelle ma famille. Mon père répond à la première sonnerie. Chloé? Sa voix est prudente, pleine d'espoir. J'ai reçu ton texto, dis-je en gardant un ton neutre. Les garçons me manquent aussi. La ligne reste silencieuse un moment, puis je l'entends expirer. Est-ce que ça veut dire? J'ai des conditions, je l'interromps. J'aimerais les voir. Tu peux les amener chez moi pour le week-end. Juste toi et les enfants. Je prends une profonde inspiration. Maman et Amélie ne doivent pas venir, c'est ma condition. Un autre long silence suit. Je peux presque l'entendre peser ses options, calculer s'il doit argumenter. Alain? Je le pousse, en utilisant délibérément son prénom. Il te manque vraiment, dit-il finalement, l'air vaincu. Je sais, et il me manque, mais mes conditions ne sont pas négociables. Il hésite, et dans cette pause, je me prépare à un autre rejet, à une autre culpabilisation. D'accord, dit-il enfin. Ce week-end? Samedi matin? La victoire m'inonde, douce et vive. Samedi matin, c'est parfait. Je ferai des crêpes. Ce samedi-là, je suis debout tôt, préparant les plats préférés des garçons. Des crêpes en forme de dinosaure pour Léo, aux pépites de chocolat pour Alex. Je leur ai acheté à chacun un petit cadeau, rien d'extravagant, juste des livres que je sais qu'ils vont adorer. Quand la sonnette retentit, je trouve mon père debout là avec 2 garçons excités qui rebondissent à côté de lui. Tati Chloé! Crie-t-il à l'unisson, se jetant sur mes jambes. Je m'agenouille, les serrant fort. Vous m'avez tellement manqué, les monstres. Mon père se tient maladroitement sur le seuil jusqu'à ce que je lui fasse signe d'entrer. Il a l'air plus vieux que dans mon souvenir, les rides autour de ses yeux plus profondes.
La journée passe dans un tourbillon de crêpes, de jeux de société et d'histoires. Les garçons ne mentionnent pas leur mère ou leur grand-mère une seule fois. Le dimanche après-midi arrive trop vite. Alors que les garçons rassemblent leurs affaires, mon père me prend à part dans la cuisine. Tu sais, dit-il doucement, les yeux fixés sur les garçons dans le salon. Depuis que tu as fait ça, Amélie a changé. Je lève un sourcil, sceptique. Changer comment ? Il se passe une main sur le visage. Elle a dû quitter les réseaux sociaux. Et elle a. Il s'éclaircit la gorge. Elle a dû prendre un deuxième emploi pour subvenir aux besoins des enfants. J'attends, sans dire un mot. L'important c'est que. Poursuit-il. Au lieu de s'inquiéter de ce que les gens pensent, elle vit dans la réalité et se concentre sur ses enfants pour une fois. Les deux sont plus heureux maintenant. L'ironie ne m'échappe pas. Mon acte d'autoprotection avait forcé Amélie à devenir une meilleure mère. Et maman ? Je demande, incapable de m'en empêcher. Son expression s'assombrit. Elle ne comprend pas. Probablement qu'elle ne comprendra jamais. Il me regarde droit dans les yeux pour peut-être la première fois de ma vie. Mais moi, si. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. L'aveu me sidère. Pendant 32 ans, mon père avait été l'ombre silencieuse de Martine, ne la contredisant jamais, ne lui tenant jamais tête. Et maintenant, ici dans ma cuisine, il reconnaît que j'avais eu raison, pas ma mère. Alors qu'ils partent, je lui tends des boîtes de nourriture. Pour les garçons, je dis. Il hoche la tête, une compréhension passant entre nous. La même chose le mois prochain ? J'aimerais bien, je réponds. Je les regarde s'éloigner en voiture, debout sur le seuil de ma maison, ma belle et paisible maison, avec son canapé couleur crème, et les rideaux intelligents de Madame Sérafina. La maison que j'ai défendue. La maison qui est vraiment la mienne. Je m'enfonce dans mon canapé couleur crème, passant mes doigts sur son tissu immaculé. Pas de taches. Pas de déchirures. Juste parfait, comme tout le reste dans mon appartement maintenant. Encore du vin ? Demande David, se penchant par-dessus le dossier du canapé. Ses mains, durcies par son travail d'artisan, tiennent la bouteille avec une douceur surprenante. S'il te plaît. J'incline mon verre vers lui, le regardant verser. Il y a 6 mois, je n'aurais jamais imaginé ce moment, mon appartement rempli de rire, de chaleur, et de gens qui se soucient sincèrement de moi. Luna apparaît de la cuisine, équilibrant un plateau d'amuse-gueule. Chloé, ces crostinis sont incroyables. Les promotions ont fait de toi une hôtesse encore meilleure. Je souris à la mention de ma récente promotion. Après que l'incident du canapé crème soit devenu une blague récurrente au bureau, mon patron a finalement remarqué la colonne vertébrale que j'avais développée. 3 mois plus tard, je dirigeais ma propre équipe marketing. Les contrats d'influenceuse ont suivi, plus lucratifs que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Les clients adoraient l'authenticité de mon nouveau contenu. De vraies maisons pour de vraies personnes. La sonnette retentit. Je m'excuse et traverse mon salon parfaitement agencé pour ouvrir. Vous savez, dit Madame Sérafina quand j'ouvre la porte, je n'aurais jamais imaginé que ce désastre mènerait à ça. Elle désigne l'article de magazine encadré qu'elle a sous le bras, notre collaboration en vedette dans Maison et Style. Partenaire commercial maintenant, je dis, en lui prenant le cadre. Qui l'aurait cru ? Je reconnais le talent quand je le vois, dit-elle en entrant, même avec des meubles poubelles en arrière-plan. Le souvenir de l'attaque d'Amélie sur les réseaux sociaux me fait rire maintenant, plutôt que grincer des dents. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver, montrant au monde exactement qui nous étions toutes les deux. David apparaît à mes côtés, passant son bras autour de ma taille. La sensation me surprend encore, quelqu'un qui me touche avec respect, qui demande avant de déplacer mes affaires, qui voit mes limites comme une force plutôt que de l'égoïsme. L'appartement est superbe pour la pendaison de crémaillère officielle, dit-il. La vraie, je le corrige, me souvenant comment ma mère avait essayé de me voler même ça. Luna lève son verre. À la nouvelle vie de Chloé. Tout le monde applaudit. Le son remplit ma poitrine de chaleur, remplaçant le vide que j'avais porté pendant 32 ans. Plus tard, alors que seule Luna,
David et Sérafina restent, je me retrouve sur le canapé crème, le même qui a été volé, taché et nettoyé professionnellement. Ce qui était autrefois la preuve de la trahison de ma famille s'est transformé en un symbole de ma liberté. Tu sais, dit Luna en se blottissant à côté de moi, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Je hoche la tête, incapable de le nier. Il s'avère que la famille n'est pas une excuse pour abuser, voler et manipuler quelqu'un. En parlant de famille, dit David avec prudence, comment vont les neveux? Mon sourire ne faiblit pas. Papa les a amenés le week-end dernier, notre visite mensuelle. Nous avons construit ce fort ridicule dont ils sont obsédés. Pas d'Amélie, pas de Martine, pas de manipulation. Juste les garçons et la tante qui les aiment, selon mes conditions. Ils vont bien? Je réponds. Mieux, en fait. Papa dit que le deuxième emploi d'Amélie lui a donné une certaine perspective. Sérafina lève un sourcil. La fameuse coupure des 500 €. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est d'arrêter de le soutenir dans sa dépendance, je dis. Mon téléphone vibre. Un texto de papa. Les garçons t'ont fait quelque chose à l'école. On peut passer te le déposer demain? Je réponds. Oui. 14 h, ça marche. Juste toi et eux. David remarque mon expression. Tout va bien? Parfait, je réponds. Et je le pense. Quand tout le monde est parti, David m'aide à nettoyer. Nous nous déplaçons l'un autour de l'autre avec le rythme confortable que nous avons développé au cours des 2 derniers mois. Je pensais. Dit-il en empilant la dernière assiette. Ce terrain vague à côté du centre social, ce serait un super espace pour une aire de jeu. Tu penses à le concevoir? Je demande. On pourrait le faire ensemble. Ton œil pour le design. Mes connaissances en construction. Le « on » ne me fait plus peur. Ni l'idée de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui durera. Je regarde autour de ma belle maison, vraiment la mienne maintenant. Remplie de nouveaux souvenirs qui n'ont rien à voir avec le vol ou la trahison. Et je sens la dernière pièce de mon cœur se déverrouiller. J'aimerais bien, je lui dis. J'aimerais beaucoup.